Bon, j'avais promis écart, il est 16, je suis déjà en retard. On a une retransmission en ligne en direct, donc j'avais aussi pris un engagement vis-à-vis des gens qui sont à distance pour qu'on essaie de tenir un délai sur écart. Donc on va essayer de s'y tenir. Sur cette retransmission en direct aussi, d'ailleurs, j'en profite pour faire coucou aux gens qui se sont inscrits de manière voilà, dans différents pays du monde. On a des gens au Mexique, on a des gens au Chili, on a des gens au Danemark. Donc voilà, on les salue et on est content qu'ils soient parmi nous par l'intermédiaire du web aujourd'hui. Bonjour à tous ici et bienvenue donc dans cette première conférence qu'on espère faire partie d'un cycle. C'est bien notre ambition. Cette conférence, vous avez vu qu'elle est organisée par 3 structures qui travaillent en partenariat, l'ERPI, le NSGSI et Innovation Way. Donc l'ERPI, laboratoire de recherche, qui travaille en particulier sur les processus innovatifs, le NSGSI, École nationale supérieure en génie des systèmes et de l'innovation, qui forme des étudiants, des ingénieurs, managers de l'innovation, et enfin Innovation Way, qui est une spin-off du laboratoire ERPI, qui est une entreprise privée qui a vocation à participer à la valorisation des travaux de recherche du laboratoire. Notre ambition à 3, c'est bien de travailler tous ensemble pour proposer des solutions globales aux entreprises et aux partenaires de ces entreprises, que peuvent être toutes les structures qui les accompagnent dans leur dynamique d'innovation, pour proposer des solutions globales en étant capable à la fois de faire intervenir des projets étudiants, de faire intervenir des programmes de recherche, de faire intervenir des missions de conseil et de pouvoir avoir des réponses proportionnées. À travers ce cycle de conférences, on a aussi voulu tirer profit de cette originalité, qui est que, et vous allez la voir par les couleurs de vos badges, chacun dans nos réseaux, on s'est rendu compte, nous, personnels de l'ERPI, de l'ENSGSI et d'Innovation Way, que nous n'avions pas forcément les mêmes réseaux. Les réseaux des conseillers du développement d'entreprises, des entreprises, des startups se connaissent plutôt bien. Vous les trouverez aujourd'hui en bleu sur les volets industriels, sur l'ensemble des industriels et des partenaires de développement, en bleu clair. En bleu foncé, vous aurez les équipes de l'ERPI, donc organisateurs ERPI, NSGSI et Innovation Way ce soir. Vous avez aussi les communautés étudiantes qui ont l'habitude de fonctionner et de se connaître aussi entre eux, peut-être dans des soirées un petit peu différentes de celles de ce soir, mais en tout cas, ils sont là aussi. Et puis, enfin, en orange, vous avez l'ensemble des personnels, des personnes qui sont rattachées à d'autres structures de l'Université de Lorraine que le NSGSI et l'ERPI, et qui sont aussi là présents ce soir, qui font partie de cette grande famille de l'Université de Lorraine. L'ambition dans ces soirées réseau, ça va être de vous proposer ces croisements de communautés, que les étudiants puissent aller importuner les industriels présents pour essayer de trouver des stages ou des missions, que les industriels recrutent peut-être leurs prochains salariés, que des partenariats de recherche entre les structures, entre les labos, mais aussi avec des entreprises à plusieurs labos, etc., puissent se lier. Enfin bref, qu'on mélange ces environnements, qu'on mélange ces communautés autour de l'innovation. Ça, c'est notre premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est de vous proposer des contenus de haut niveau dans ces conférences, d'aller vous proposer des conférences qu'on a peut-être moins l'habitude de voir, des intervenants qu'on a moins l'habitude de voir. Et là, j'en profite pour saluer et remercier déjà Alice pour sa participation ce soir. Voilà, donc merci à Alice d'être présent, merci à l'EIGM de nous accueillir parce qu'on a été un petit peu débordé par le volume des inscriptions et ça tenait plus dans nos amphis, donc on est très content d'avoir des voisins qui nous font l'hospitalité de nous accueillir. Merci à Anne en particulier et à l'équipe organisatrice du GSI d'ERPI qui a mis pas mal d'énergie ces dernières semaines pour organiser cette conférence. Et qui, j'oublie, merci à la direction du numérique de retransmettre cette vidéo que vous pourrez retrouver aussi en replay par la suite. Et voilà. Et alors, avant de laisser la parole à Alice, quelques mots de petite présentation. Mon paragraphe est très très long sur mon papier. Alice, responsable du développement de la culture innovation chez Airbus Defence and Space. Également présidente de l'ISO TC 279 qui rédige donc à un niveau international des normes sur la mise en place du management de l'innovation, enfin, sur le management de l'innovation, et où on a le plaisir de collaborer dans ce comité technique. Également ancienne start-upeuse, également nommée au trophée de femme de l'industrie cette année, et avant tout femme d'innovation absolument insatiablement créative, et je crois que vous le verrez par l'intermédiaire des diapos qui vont vous être présentés ce soir. Elle vous redira tout ça mieux que moi. Merci encore Alice de nous faire la joie d'être présente ce soir, et puis c'est à toi. Merci beaucoup Yoann, merci beaucoup à tous d'être venus aussi nombreux pour
pour cette discussion, cette conversation qu'on va avoir ensemble à propos de l'Open Innovation. Et j'ai décidé de vous présenter un angle assez particulier qui est la relation entre les startups et les grands groupes, parce que ce sont des entités qui sont assez diamétralement opposées dans leur façon d'exister dans notre écosystème. Alors, très rapidement, parce que c'est un petit peu la tradition, quand un industriel arrive, il se présente, il présente son chiffre d'affaires, ce qu'il fait, etc. Donc, je vais vous passer ces slides très rapidement, comme ça, vous aurez, vous étudiants en particulier, pourrez étoffer votre culture industrielle. Alors, Airbus ne fait pas que des avions civils, pas que la 380, la 320, etc. On a aussi une activité hélicoptère, qui avant s'appelait Eurocopter, et nous avons aussi une activité qui s'appelle Defense and Space. Dans cette activité, on va avoir en fait des avions militaires. Donc là, c'est comment est-ce qu'on fait un système de combat aérien mélangeant des drones, des données d'observation et les avions de combat qui vont bien et les avions de transport de troupes. Mais il y a aussi en fait tout l'aspect satellite. On fabrique des satellites de télécommunication. C'est grâce à eux que vous avez une couverture Internet dans les régions les plus éloignées et vous pouvez aussi recevoir la télévision et la radio. On a aussi des données d'observation de la Terre. Et on a aussi en fait la possibilité de faire des vols habités. Donc là, c'est la prochaine capsule Orion qui sera qualifiée pour emmener des hommes dans l'espace et faciliter l'accès à la station internationale, puisque pour la station internationale, nous fabriquons aussi des modules scientifiques. Et Ariane 5 et Ariane 6 font aussi partie de notre portfolio de produits. Donc on fabrique ces lanceurs-là. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu le 100e lancement avec succès d'Ariane. Voilà, en général, plus de pub pour SpaceX que pour Ariane, parce qu'on est tellement blasé des succès d'Ariane qu'on n'en parle même plus. Mais bon, sans lancement, sans échec, c'est quand même assez sympa. Et le prochain projet aussi, qui est super ambitieux, c'est de faire une constellation de 600 satellites autour de la Terre pour avoir un accès Internet global. Donc là, on est en train de fabriquer les premiers satellites. On va en produire 3 à 4 par jour et ils vont être lancés à partir de la fin de cette année. Et depuis plus de 30 ans aussi, on inonde le monde entier avec nos belles photos prises de l'espace. Bon, voilà très rapidement ce que l'on fait. Et maintenant, revenons à notre sujet qui est sur la relation start-up et grand groupe. Alors, quand Johan et Manon sont venus me voir en me disant « ça serait intéressant que tu nous parles de ce sujet-là », on a très rapidement fait un plan qui est de comprendre en fait comment est-ce qu'on arrive à faire de l'open innovation quand on est dans un grand groupe. C'est pas évident, on pourrait se dire il y a suffisamment de ressources pour innover, pourquoi aller chercher à l'extérieur ? Ensuite, quels sont les principaux modes d'interaction qu'on va avoir entre ces startups et grands groupes ? Comment est-ce qu'on arrive à communiquer ? Puis après, quand on se met dans la peau d'une startup, pour quelles raisons est-ce qu'on irait dans un dispositif d'open innovation ? Et quelles sont les questions à se poser en fait avant d'y aller ? Puis je vous donnerai quelques exemples de dispositifs que l'on a chez Airbus, parce qu'il faut quand même rester corporate. Alors, quelle est la différence entre un grand groupe et une start-up ? Le grand groupe, c'est un petit peu celui qui a trouvé la poule aux œufs d'or. C'est un peu celui qui a trouvé une rente. Et son but, ce qu'il essaie de faire, c'est de maintenir cette rente au maximum. Donc, optimiser tous ses process et arriver à maintenir sa compétitivité. La start-up, c'est pas du tout en fait la profitabilité qui l'intéresse, la compétitivité qui l'intéresse dans un premier temps. Dans un premier temps, ce qui l'intéresse, c'est la croissance. Parce que ce que va faire une start-up, à la différence d'un grand groupe, c'est aller chercher son modèle économique, aller chercher son marché. Donc, c'est pas forcément son chiffre d'affaires qui va l'intéresser, c'est plutôt sa croissance. Est-ce qu'elle est arrivée à créer une traction et une demande ? Donc, la différence qu'il y a entre les deux, grosso modo, c'est le succès et la croissance. Le grand groupe a connu le succès et a su maîtriser sa croissance. Et la start-up cherche justement à trouver où est ce succès potentiel. Et après, une fois qu'elle a trouvé le succès, il va falloir arriver à gérer ce qu'on appelle la crise d'adolescence, arriver à justement passer cette phase de croissance pour être aussi la poule aux œufs d'or. Alors, quelle est l'idée un peu
préconception qu'on a sur la relation grand groupe start-up. On dit waouh, c'est magnifique, regardez ce magnifique dauphin qui saute à côté d'un orque, c'est super beau. Ouais, mais en fait, après on sait ce qui se passe, hein. L'orque il assomme le dauphin et il cherche à le manger. Donc le grand groupe, oui, il va jouer un moment avec la start-up, et puis après, ce qu'il va vouloir faire, c'est la tuer pour garder sa position dominante et garder sa compétitivité. Bon. Est-ce que c'est vrai ? On en reparlera après. Alors, pourquoi est-ce qu'on va faire de l'open innovation dans un grand groupe, hein ? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? Dans un grand groupe, on cherche surtout à garder le contrôle, hein, faire en sorte de maintenir sa rente. Et en général, comment est-ce que ça commence ? Dans une salle de réunion, hein, un peu terne, un peu grise, en haut d'un étage, où il y a le financier qui dit « Bon, là, on s'y retrouve plus trop, il faut innover. Hein. Je suis allé à une conférence l'autre jour, et puis on m'a dit qu'il fallait innover si on voulait rester dans le coup. » Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait en général ? Hop, on enlève tout le mobilier, on met des poufs, tout le monde avec des ordinateurs, et puis non, ça marche pas en fait. Parce que sont toujours les mêmes personnes, sont toujours les mêmes états d'esprit, et on a beau remettre un petit coup de peinture, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Alors après, on monte des espaces de coworking où on dit aux autres venez nous aider à innover, venez nous aider à trouver le prochain modèle de notre entreprise. Okay ? Alors, comment ça se passe ? Tout d'abord, au sein d'une société, ce qu'on met en place dans un grand groupe, c'est l'innovation collaborative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va mobiliser l'ensemble des fonctions de l'entreprise, que ce soit ceux qui vont être en relation avec le client, les ventes, le service après-vente, aussi toute la partie engineering, recherche et technologie, recherche et développement, les achats aussi. Comment est-ce qu'on va faire en sorte pour casser les différents silos et écrire la suite de l'aventure entrepreneuriale ? Mais ça ne suffit pas. En fait, il va falloir chercher à l'extérieur, dans son écosystème aussi, comment est-ce qu'on va pouvoir créer de la valeur. Parce que quand on est dans une démarche d'open innovation, quand on est dans une démarche d'innovation, qu'est-ce que l'on cherche à faire ? On cherche justement à créer de la valeur pour les clients, pour l'ensemble de son écosystème. Sinon, dans le monde capitaliste dans lequel on n'a aucune raison d'exister. Alors, qu'est-ce qu'on a à offrir quand on est un grand groupe à une start-up ? Ouais, j'ai pris 4 dimensions, parce que je suis quand même limité dans le temps, donc j'ai pris la dimension technique, la dimension marché, la dimension organisationnelle et les ressources mises à disposition. Quand on regarde d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'un grand groupe a à offrir une start-up pour l'attirer ? L'expérience dans tout ce qui va être manufacturing, tout ce qui va être opérationnel. À votre avis, est-ce que ça va vraiment intéresser cette excellence opérationnelle ? Est-ce que ça va intéresser une start-up ? En fait, pas vraiment. Parce que c'est pour un marché qui existe déjà. Et souvenez-vous, ce que cherche à faire la start-up, c'est à conquérir un nouveau marché, à trouver un nouveau business model. Donc non. C'est beaucoup trop tôt. Idem pour tout ce qui va être supply chain, donc qui va être toute la chaîne d'approvisionnement du grand groupe. Ça ne va pas du tout intéresser la start-up d'interagir avec eux, parce que c'est trop tôt dans la phase de développement. En revanche, dans tout ce qui est technologique, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est la propriété intellectuelle. Parce que ça veut dire qu'il y a tout un ensemble de brevets, de marques, et la start-up va pouvoir s'appuyer en fait sur tout ce patrimoine de propriété intellectuelle pour rivaliser avec les concurrents qui sont sur le marché. Donc, tout ce qui est déjà établi, non. Tout ce qui est supply chain, manufacturing. Mais en revanche, portefeuille de propriété intellectuelle, ça, oui. Ça, c'est très, très intéressant pour une start-up. Après, si on regarde d'un point de vue marché, qu'est-ce qu'un grand groupe a à offrir ? Une connaissance des clients. Hein. Ils font des tests régulièrement avec certains clients, donc ils ont une base de clients privilégiée. Ils ont aussi un marché qui est connu, qu'ils maîtrisent très bien. Est-ce que ça va être vraiment intéressant pour une start-up ? Pas tellement, parce qu'en fait, la start-up, elle cherche un nouveau marché, donc ces choses qui sont déjà établies, ça l'intéresse pas vraiment. En revanche,
pouvoir s'appuyer sur une marque qui est connue et reconnue, ça, c'est très intéressant pour la start-up parce qu'elle cherche en fait à gagner en crédibilité. Une start-up, au départ, c'est juste un ensemble de gens qui mettent en commun des compétences et une idée. Et s'ils peuvent s'adosser en disant là, il y a Airbus qui nous trouve intéressant, donc on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul dans notre histoire. Les grands aussi s'intéressent à nous. D'un point de vue ressources, qu'est-ce qu'il y a dans un grand groupe qui est assez intéressant ? C'est les sous quand même. Un grand groupe, si ça a une rente, ça veut dire que ça a de l'argent. Donc, ça peut être intéressant pour une start-up de s'adosser à un grand groupe en disant on sécurise le financement et comme ça on peut y aller. Surtout que quand on est dans une économie digitale, ce qui est important, c'est d'avoir des capitaux assez solides. Si vous voyez tous les trucs genre Uber Eats, Deliveroo, etc., en fait, celui qui va gagner, c'est celui qui va pouvoir tenir le plus longtemps possible en cassant les prix et qui après sera celui qui prend tout le marché. Et si on s'adosse à un grand groupe, on peut faire pareil. Non, pas tout à fait. Parce qu'il y a un gros problème avec les grands groupes, c'est qu'en fait, il y a un cycle de financement annuel. On définit un operation plan en disant, voilà, on va gagner tant si on dépense tant, puis à la fin de l'année, vous n'avez pas dépensé votre argent, tant pis, on remet ça dans le pot commun et puis vous refaites votre budget. Donc c'est très difficile pour une start-up de vivre avec ces cycles annuels, alors qu'elle a plutôt en fait des cycles qui vont être sur 3-6 ans, ce qui peut en étonner certains. Après, il y a tous les experts, tous les talents au sein d'un grand groupe. Dans le grand groupe, on a le temps en fait justement de développer des personnes pour qu'elles acquièrent certaines connaissances très pointues, qu'elles fassent de la recherche dans des domaines techniques de pointe. Et ça, une start-up peut s'appuyer dessus et ça l'intéresse beaucoup. Et puis après, on peut dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ressources dans un grand groupe ? Il y a aussi tous les bâtiments, toutes les infrastructures. Ça peut être intéressant, parce que en fait, dans une start-up, la première chose qu'on cherche, c'est un incubateur pour avoir de l'eau, de l'électricité et du réseau pour exister. Mais le problème, c'est que dans un grand groupe, ce genre d'infrastructures coûte extrêmement cher et ne sont pas adaptés aux besoins et aux capacités d'une start-up. Alors, si on reprend mon petit schéma de départ, qu'est-ce qu'on va garder d'un grand groupe ? On va garder la propriété intellectuelle, donc quelque chose qui est vraiment intangible. D'un point de vue marché, on va garder l'image de marque, aussi quelque chose d'intangible. D'un point de vue ressources, on va garder les talents, les experts. Vous vous rendez compte ? On garde que le patrimoine immatériel de l'entreprise dans une démarche d'open innovation. C'est assez intéressant quand même. C'est pas si anodin que ça. Puis j'ai oublié le dernier aspect qui est l'aspect organisationnel. Un grand groupe, on sait qu'il y a des standards qui sont optimisés. En fait, les process sont optimisés pour justement arriver à délivrer cette rente de manière optimale. Mais ces process, ils ne sont pas du tout agiles. Parce que vous vous rendez compte que si votre client a un désir qui change, vous allez être obligé de changer votre mode opérationnel. Ça veut dire qu'il faut que vous en rendiez compte. Après, vous changez le process. Ah oui, mais après, il faut créer la formation pour que l'ensemble des employés soient au courant du modification de ce process. Après, il faut qu'on mette en application ce process, qu'on s'aperçoive si on dévie ou pas du process. Waouh, c'est super long, c'est pas du tout agile, ça. Donc, ça n'intéresse pas vraiment une start-up. Et c'est ce que les grands groupes cherchent, en fait, avec une start-up, à remettre en cause, en fait, ces cycles qui sont hyper longs pour s'adapter. Après, comment est-ce qu'on va arriver à communiquer, en fait, entre grands groupes et start-up ? Alors, tout ce qui va être challenge, hackathon, qu'on lance. Pourquoi est-ce qu'on le fait en tant que grand groupe ? Est-ce que c'est pour les idées qui vont sortir ? À la plupart du temps, c'est pour faire ce qu'on appelle de l'employment marketing. C'est pour développer la marque employeur. On va justement faire en sorte d'avoir une image innovante auprès des étudiants. Il faut que vous soyez bien conscient qu'il y a une guerre des talents, en fait, qui se met en place. Il y a de plus en plus... Là, je quitte vraiment ma casquette Airbus, etc. Et il y a de plus en plus, en fait, de personnes qui vont partir à la retraite. Et il va falloir les remplacer. Et
la compétition, elle ne se situe pas juste dans le territoire français. Maintenant, on est vraiment sur un territoire mondial. Et il y a vraiment cette guerre des talents qui se met en place. Et on s'aperçoit que la plupart des étudiants préfèrent aller dans des structures qui sont agiles, sympas, plutôt que d'aller bosser dans un grand groupe qui paraît hyper rigoureux, pénible, hyper hiérarchique, etc. Et donc, ce que les grands groupes essaient de faire en lançant tous ces hackathons, etc., c'est de dire regardez, nous on est innovants, avec nos employés, on leur laisse le temps d'aller coacher des étudiants, venez travailler chez nous. Alors il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi digitalisation. Il y a de plus en plus de grands groupes qui se sont dit « Ah mais oui, on nous a dit que les données c'était important, etc. Donc on va essayer de créer un écosystème à partir de ces données-là. » Donc c'est pour ça qu'on voit fleurir de plus en plus des API qui permettent de s'interfacer aux différents systèmes de données des grands groupes. Pourquoi ? Parce que ces grands groupes, en fait, ils ne maîtrisent pas leur digitalisation. Ils n'ont aucune idée de la manière dont on peut valoriser ces choses-là. Donc ils disent, on va demander au monde extérieur, qui est plus apte que nous, à gérer ces données-là. Donc c'est pour ça qu'on voit fleurir tous ces hackathons, tous ces challenges. Après, il y a la partie partenariat. C'est aussi un mode d'interaction. Si vous êtes sur un partenariat plus engineering, là, ce qu'on va vouloir faire, c'est dire on va faire un proof of concept pour voir si votre techno fonctionne, etc. On est baladé, en fait, de comité d'ingénierie en comité d'ingénierie, et l'histoire est assez longue. Il y a un autre type de partenariat qui est plus intéressant, c'est avec les fonctions marketing, avec les fonctions vente. Parce que dans ce cas-là, le partenaire, sa mission, c'est de boucher un trou dans la chaîne de valeur, en fait. Quand la start-up s'aventure dans un nouveau marché, elle ne maîtrise pas tout et elle va chercher des partenaires pour justement boucher ces trous-là. Un autre dispositif qui est offert par les grands groupes, c'est tout ce qui va être incubateur, accélérateur. Là, l'idée, c'est de faire un accompagnement des startups pour les aider à obtenir un degré de maturité suffisant pour qu'elles puissent être financées par des investisseurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien derrière, qu'est-ce qu'il y a de pas bien ? Ce qu'il y a de bien, c'est que ça permet d'accéder à un écosystème. Ça permet d'accéder à leur talent, ça permet d'accéder à leur propriété intellectuelle, et puis d'aller voir les investisseurs en disant je suis supporté par telle banque, tel assureur, tel industriel. Très bien, mais à votre avis, quelle est peut-être la contrepartie du grand groupe ? Ce que le grand groupe va chercher, déjà, c'est à acculturer ses employés. Alors dire, regardez, vous avez vu les petits jeunes à l'incubateur, comme ils vont vite, vous avez vu leur manière de travailler ? Donc il y a cet aspect un petit peu challenge de la structure. Et puis, ce qu'il y a aussi, ce qui est un petit peu dangereux avec ces incubateurs-là, c'est que quelle est la limite du coaching que peut apporter un grand groupe ? Parce qu'il y a des conseils qui ne peuvent pas être fournis par un grand groupe, légalement, en France. Typiquement, on ne peut pas faire des conseils sur la structure légale, sur le pacte d'actionnaires, qui sont des choses fondamentales quand on monte une start-up. Mais ça, en fait, c'est le métier des avocats, des experts comptables, et le grand groupe ne peut pas apporter ce type de conseils. Donc il faut bien se poser la question, c'est ok, je vais bénéficier d'un coaching, de leur talent, de leur propriété intellectuelle, mais moi je vais me fâcher avec l'autre partie du marché. Parce que si j'arrive avec le tampon de tel grand groupe, que vont dire les autres ? Après, il y a la partie corporate venture. Alors ça, c'est le truc aussi super à la mode dans les grands groupes, c'est de dire on va investir dans les startups très très tôt. Comme ça, on arrivera à rester dans la course et à identifier des pépites. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que quand on commence à avoir justement un grand groupe comme investisseur, ça permet plusieurs choses. Ça permet de gagner en crédibilité, bénéficier de leur image de marque. Donc ça permet d'attirer d'autres investisseurs. En général, ils essaient de ne pas être majoritaires, de ne pas être présents au board,
Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas donner l'image du grand groupe qui va tuer la start-up. Et en général, ils vont mettre en place tous les moyens, tous les dispositifs qu'ils ont sous la main pour aider la start-up à réussir. Alors il y a un autre animal aussi qui se développe de plus en plus dans les grands groupes, c'est le venture builder. Là, on dit, le grand groupe, il est bien établi, il sait comment est-ce qu'il arrive à obtenir sa rente, mais il n'arrive pas à se renouveler. Et ce n'est pas avec les process qu'il a à l'heure actuelle qu'il va être capable de se renouveler. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on dit, on va externaliser la création de cette nouvelle entreprise. Donc ça peut être un incubateur privé, ça peut être des consultants qui vont aider en fait à monter cette nouvelle structure en se basant sur la propriété intellectuelle qui existe dans le grand groupe, qui est sur de la donnée. Et pour développer ce business-là, au lieu de prendre des gens du grand groupe, on va prendre des serial entrepreneurs qui ont l'habitude de monter des business à partir de rien. Alors, quelles sont les questions à se poser pour une start-up dans une relation ? J'ai pas mal abordé ces thématiques-là, mais il faut faire un petit peu de design thinking et se mettre en fait dans la peau du grand groupe qui voit arriver une start-up. Qu'est-ce qui voit arriver ? C'est un peu le lapin avec un seau. C'est-à-dire qu'ils disent, OK, ils sont super agiles, mais ils ont quand même un gros handicap, c'est qu'ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils vont, et la preuve, ils sont capables de se coincer dans un seau et ils ne vont pas avancer très vite. En revanche, la start-up, elle se voit comme, ouais, je suis tout petit, mais regardez, hein, je suis presque Superman, hein, je vais complètement vous disrupter et dans 5 ans, vous n'existez plus. Donc, il y a cette difficulté de communication en fait, à établir entre le grand groupe et la start-up qui ont des perceptions et des compréhensions différentes, chacun l'un de l'autre. Il y a aussi autre chose qui est important à comprendre dans un grand groupe, c'est le temps. Le temps de décision. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas ? Et puis on hésite, on revient en arrière, et puis en général, l'histoire fait que quoi que l'on fasse, on finira par y aller, et parfois à son insu. Et ça, c'est pas évident à comprendre pour une start-up que les process de décision soient aussi longs. Parce qu'on consulte beaucoup de monde. Pardon, je change de micro parce qu'on ne m'entend plus. Voilà. Il est allumé ? Vous m'entendez ? Non ? C'est bon ? Très bien, merci. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des cycles de décision aussi longs dans un grand groupe ? C'est parce qu'il faut consulter pas mal de monde. Il y a énormément d'échelons et aussi une grande difficulté à se mouiller. À ce que quelqu'un dise « Oui, moi j'ai pris cette décision, j'ai l'ownership de cette décision et je fais en sorte que ça se passe ». C'est vraiment très compliqué d'obtenir ce type d'engagement dans un grand groupe. Quel est l'autre écueil que l'on peut avoir ? J'ai une voix de plus en plus bizarre là. Hein. Ça devient compliqué. Alors, on va continuer tout doucement. L'autre aspect qu'il peut y avoir dans une relation... je vais finir comme Ducky Duck. C'était très animal comme intervention. Voilà. Alors, un autre aspect aussi, qui peut être... vous voulez que je change le micro encore ou... C'est dans la salle. Vous voulez que j'essaie avec celui-là ? Non, c'est pareil. C'est pareil. Bon. Alors, quelle est l'autre difficulté que l'on peut avoir ? Ça reste audible pour vous ou non ? Non, c'est pas terrible. Hein. D'accord. Ah bon, ok. Bon, on continue alors. D'accord. Je peux parler ? Est-ce que ça marche ?
Donc dans les temps de décision, il faut faire très attention, je reste sur ce point-là, sur les temps de décision, il faut faire très attention à ne pas se faire balader de comité technique en comité technique et avoir une personne qui est responsable dans le grand groupe de la relation entre start-up et grand groupe. Quelqu'un qui est responsable de l'open innovation. Il faut identifier cette personne très tôt quand on est dans une start-up, de manière à ne pas perdre son temps. Non, ça veut pas. Bon, bah écoutez, on essaie de continuer de cette manière-là. L'autre aspect auquel il faut être vigilant, c'est un petit peu la complaisance et le narcissisme. Pourquoi ? Parce que le grand groupe a besoin d'être rassuré quant à sa politique vis-à-vis des startups, en disant ouais, je maîtrise ma digitalisation. Regardez, je suis capable d'attirer des startups intéressantes. Et en face, la start-up se dit « Oh, regardez, je suis intéressé par ce grand groupe qui pense que je suis très bien. » Et résultat, on en oublie le principal qui est le client et la création de valeur. Alors justement, comment mettre en place des indicateurs pour s'assurer que lorsque l'on est dans une démarche d'open innovation, ça fonctionne avec le grand groupe. Ce qui est important, c'est la désirabilité. C'est de cette manière-là qu'on peut évaluer le potentiel d'innovation. Parce que quand on parle d'innovation, d'open innovation, on parle d'innovation. Donc, quel que soit même le type d'innovation, open, pas open, comment mesurer le potentiel d'innovation, comment mesurer l'intérêt de l'innovation, c'est ce critère de désirabilité. Il faut arriver à faire naître le désir chez le client, le désir chez l'utilisateur final. Alors vous allez me dire, bon, ok, Alice, c'est sympa de mettre un gros cœur et de parler de désir, mais ça se mesure comment en vrai ? L'une des manières de mesurer ça, c'est de voir l'implication du client ou du futur utilisateur final dans cette aventure d'innovation. S'il en a tellement envie, s'il a un tel désir de cette innovation, il va consacrer du temps, de l'énergie à faire en sorte que ça ait lieu, que ça sorte. Parce que dans le management de l'innovation, ce qui est très compliqué, c'est tout ce management d'incertitudes que l'on va avoir. On a des incertitudes sur le marché, sur la faisabilité technique, sur la viabilité du produit, etc. Et donc, si on arrive à avoir quasi dès le départ le client dans l'aventure et qui a un fort désir que ça sorte, bingo, il y a un truc. Alors oui, donc il faut être corporate, donc je refocalise un petit peu sur Airbus. Donc après avoir dit beaucoup de mal sur les accélérateurs et sur les corporate ventures, évidemment nous en avons chez Airbus. Et je vais vous expliquer en 2 mots comment est-ce qu'il fonctionne. Airbus Venture, donc c'est un fonds d'investissement qui existe aux États-Unis et en Europe, mais qui couvre en fait le monde entier. Et ce qu'il vise à faire, c'est identifier quelles sont les technologies, les services qui auront demain un impact sur le monde aérospatial. Alors, dans quoi est-ce qu'on investit ? On va investir dans des opérateurs de petits satellites qui vont faire une constellation pour l'Internet des objets, qui permettra en fait de faire un suivi de l'ensemble des machines. On va investir dans des boîtes qui travaillent dans des futurs matériaux ou dans des sièges d'avion, ce genre de choses. On a aussi un accélérateur qui s'appelle le BizLab, qui est réparti, donc on en a un à Bangalore, un à Hambourg, un à Toulouse, un à Madrid, et j'en oublie un à Filton en Angleterre. L'idée de cet accélérateur, c'est de donner accès aux startups à la moitié du marché aéronautique et de leur permettre, en sortie de l'accélérateur, d'avoir accès à des investisseurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en guise de conclusion ? C'est que dans la relation startup-grand groupe, si on travaille ensemble, si l'on se comprend l'un l'autre, si on est capable de bien se coordonner, on est capable de ne pas être dans une position narcissique, etc., mais au contraire de renverser la vapeur et de créer un nouveau écosystème et de jouer vraiment
collectif, où chacun est conscient de ses forces et de ses faiblesses. Alors ça demande une grande humilité, ce qui est généralement pas du tout le cas des CEO de start-up, ni le cas des CEO de grands groupes. Mais par l'ensemble de ces dispositifs-là, par la création en fait de référentiels pour travailler, donc c'est pour ça qu'on fait ces normes au niveau ISO, pour que chacun adopte un langage commun, que l'on puisse mieux se comprendre l'un l'autre. C'est pour ça qu'on fait ces normes internationales, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, mais pas du tout en fait. Une norme internationale, ça permet de partager le même vocabulaire et les mêmes pratiques, de bien se comprendre. Et vous voyez, si on se comprend bien l'un l'autre, si on sait ce que l'on peut attendre de l'autre, ça permet une collaboration qui est plus efficace, une collaboration qui est plus durable, et ça permet en fait d'avoir des échecs malheureux et de, au contraire, créer des nouveaux écosystèmes. Et ça, c'est clé si on veut réussir sa digitalisation. Alors, j'en ai terminé, et maintenant c'est à vous de me poser des questions, et je vous demanderai d'être discipliné, ce qui veut dire d'attendre d'avoir le micro pour énoncer votre question. Voilà, c'est à votre tour. Merci. Merci pour cette présentation très imagée. Question, réaction ? Allez, faut se lancer, c'est le premier. Bonjour, Grégory Bach, du Quai Alpha, qui est l'incubateur de la CCI des Vosges. Ma question est de savoir quelle va être la mainmise ou la direction que va donner un grand groupe à une start-up qu'elle va incuber ou qu'elle va chapeauter. Et quel pouvoir de décision elle s'octroie ou non sur son business. Alors, c'est une très bonne question. Merci beaucoup de la poser. Alors, la première décision que l'on s'octroie, c'est de dire oui ou non, vous rentrez dans notre incubateur. Et c'est un petit peu la seule. Après, ce dont va bénéficier la start-up qui est accompagnée, c'est d'un coaching. C'est-à-dire qu'on va... Alors, le coach, quel va être son rôle, c'est de faire des suggestions en disant... à votre stade de développement, on vous recommande de faire ceci ou cela, d'aller voir tel expert en interne, on peut vous organiser un rendez-vous avec tel client. C'est vraiment une partie support. Mais les décisions du business seront toujours laissées à la start-up. Pourquoi ? Parce que si jamais on intervient dans un board d'une start-up ou quoi que ce soit, on aura l'image dans l'écosystème comme étant le méchant orc qui veut tuer le dauphin. Et à ce moment-là, ça ne sert à rien de faire un incubateur, autant fermer directement toutes les infrastructures. Donc il faut, voilà, c'est alors là je parle pour la manière dont on gère en fait l'accompagnement au sein du BizLab chez Airbus. C'est moi qui ai le micro, alors je vais en profiter pour compléter la question. Est-ce que, selon toi, dans les 20 dernières années, enfin depuis l'arrivée des premiers incubateurs comme ça, ou la première chasse aux startups par les grands groupes, est-ce que leur manière de fonctionner a changé ? Est-ce que les grands groupes ont fait évoluer leur manière de considérer les startups et leur manière de travailler avec elles au cours des dernières années ? Oui. Alors, en fait, il y a une vingtaine d'années, on riait, quoi. On disait, ouais, non, mais de toute façon, ils ne sont même pas capables de rentrer dans notre supply chain parce qu'ils sont trop petits, ils ne sont pas crédibles. Maintenant, il y a une vraie compréhension de... Oui, ils peuvent nous apporter en agilité, en compréhension de comment nous, grands groupes, on peut faire en sorte de travailler d'une manière plus efficace. D'autres questions ? Pardon, j'ai pas fait exprès, c'est pas moi qui ai parlé plus fort. C'est la régie qui veut vous réveiller. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous donner une définition précise de ce que vous appelez l'open innovation ? Alors, l'open innovation, en fait, ça va être l'interaction de plusieurs parties prenantes dans le but de créer de la valeur.
concis. ISO, hein. Ça fait 4 ans qu'ils se battent sur des définitions de ce type-là, donc maintenant c'est bien rentré. Chaque mot compte, chaque virgule a été pesée. Donc... Corvailleux, professeur de l'EIGM de cette école. Alors, c'est quoi la valeur que vous créez? Alors, au pluriel ou au singulier? Alors, donc là, c'est la note 2 de la définition de l'innovation. La valeur peut être financière ou non financière, et il peut y avoir création ou destruction de valeur. C'est-à-dire ça veut dire qu'en fait, il va y avoir une redistribution de cette valeur. C'est-à-dire qu'elle va être créée pour une partie de l'écosystème, mais détruite pour une autre partie de l'écosystème. C'est ce qui s'est passé avec Uber et les taxis, pour faire simple. Mais au bout du compte, c'est quand même la valeur. Le micro, attention. Je disais qu'au bout du compte, c'est quand même la valeur financière. Alors, ou pas. Non, ça peut être financière ou non financière, en fait, la valeur. Ça peut être la valeur qui peut être créée dans le cadre de l'innovation sociétale et de l'innovation organisationnelle. On peut améliorer le confort de vie, on peut améliorer l'accompagnement dans certaines situations de vie, etc. Mais en entreprise, donc c'est quand même la rentabilité à la fin qui compte, non? L'exemple que j'ai cité à la fin, mais c'est juste un exemple. Hein, c'est pour entre Uber et les taxis, c'était juste pour expliquer ce qui peut être création et destruction de valeur. Mais là, je parle d'une valeur financière, mais j'aurais pu prendre un autre exemple pour une valeur non financière, mais là, j'en ai pas en tête. Bonjour, Frédéric Bourgault, Société Plant Advanced Technologies. J'ai créé une start-up il y a à peu près 15 ans maintenant qui s'est développée en groupe de taille moyenne. On a été incubé dans l'incubateur Lorrain. À l'époque, il y avait, à ma connaissance, dans mon domaine de la biologie, il n'y avait pas d'incubateur proposé par des grands groupes. La question ne se posait pas, mais je m'interroge quand même sur les risques associés à cet incubateur un peu in utero de grands groupes. Nous, clairement, ce qui nous a permis d'établir de la valeur, c'est notre propre portefeuille de brevets et de marques qu'on a développés. Et on s'est bien gardé de faire ça en interaction avec quelques groupes que ce soit, parce qu'il s'agissait de créer un périmètre avec des brevets fondateurs. Et j'imagine que l'incubation dans un grand groupe facilite les collaborations, c'est bien pour ça que le grand groupe héberge, et donc facilite les copropriétés de brevets, et ce qui fait qu'au bout du compte, je crains que ça affaiblisse les positions en termes de propriété intellectuelle de la start-up jusqu'à la vider de son sang. Alors c'est sans doute un dessin un peu caché du grand groupe, mais je pense qu'il y a un danger mortel pour les start-up. C'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense qu'en fait, quand on met en place une collaboration, un partenariat un petit peu plus poussé, quand on est incubé, ce que l'on fait chez Airbus, c'est que l'on donne une certaine somme d'argent qui permet de financer les heures de l'expert qui va travailler. Mais comme c'est la start-up qui finance, puisqu'on lui donne cet argent, la propriété va rester la propriété de la start-up. On essaie au maximum de ne pas avoir de brevet en copropriété, parce que c'est ce qu'il y a de plus catastrophique au monde en fait à gérer. Imaginez-vous dans la position d'Airbus, avoir un brevet en copropriété avec une start-up. On sait que la start-up elle a 90% de chances de mourir. Si ce brevet, plus tard, on en a besoin lors d'une action en contrefaçon, à ce moment-là, il faut qu'on aille rechercher la start-up. Alors, en général, en fait, elle a été revendue à je ne sais quelle banque pour couvrir quelle dette. Et à ce moment-là, on ne peut plus l'utiliser. Le brevet est mort. Donc, ça ne sert pas à ça. En fait, ce que l'on cherche à faire, c'est à créer un nouvel écosystème. Et le grand groupe est conscient de ses faiblesses et dit la start-up sera plus adaptée pour aller attaquer tel marché. On a plutôt intérêt à avoir des relations avec elle pour comprendre ce qu'elle fait, voir quels sont les leviers que l'on va pouvoir activer par le biais de cette start-up-là. Mais surtout, ce qu'on essaie de faire, c'est de
de la protéger et de ne pas nuire en fait à son développement. Et ce que l'on essaie de faire, c'est surtout accompagner la partie adolescence en fait. C'est-à-dire que quand la start-up commence à avoir du succès, en général, là où elle se plante, c'est qu'elle n'arrive pas à grossir pour répondre justement aux différentes attentes. J'ai une priorité sur une question qui m'est arrivée en ligne. La main est élevée avant vous, je me permets. La question en ligne, quelqu'un qui a lu ton parcours et qui me dit que voilà, tu es donc passé par des plus petites structures avant d'arriver chez Airbus et qui demande pourquoi ce changement, pourquoi ce parcours. Alors c'est une question un peu plus personnelle, tu jugeras la réponse, mais pourquoi ce parcours et quel regret, quel gain de chaque côté? Alors, donc oui, je suis obligée de vous expliquer un petit peu mon parcours. J'ai fait partie d'une super aventure entrepreneuriale, d'une aventure entrepreneuriale où, en fait, on a vendu une boîte française à Nintendo au Japon, et cette boîte aujourd'hui, c'est devenu Nintendo Europe R&D, NERD. Donc, vous apprécierez l'acronyme. Une fois que cette aventure a été terminée, je me suis dit que travailler dans une structure si petite, je crois qu'on a été maximum 12 ou 15, si on compte les bureaux à l'étranger, on était une vingtaine. Allez, c'est qu'en fait on tourne un peu en rond, quoi. C'est-à-dire qu'on travaille un peu toujours avec les mêmes personnes. Ok, on rencontre énormément de clients, on réinvente les business models avec les clients, c'est super. Mais je trouvais que d'un point de vue développement des talents, etc., ça me laissait un petit peu sur ma faim. Et les grands groupes ont cet aspect organisationnel qui est super intéressant, qui permet d'apprendre comment est-ce qu'on gère en fait justement cette partie crise d'adolescence des startups. Moi, je ne comprenais pas qu'on ait des difficultés à communiquer alors qu'on était une vingtaine et à me dire, attends, il y a une boîte où ils sont 130 000 et ils arrivent à produire des avions, des satellites. Comment ils font? Donc moi, je suis arrivé dans ce grand groupe, je suis arrivé chez Airbus en me disant comment ils font pour arriver à faire que tout le monde comprenne quelle est la direction dans laquelle il faut aller. Je vous rends le micro. Ma question était une suite à celle qui était posée juste avant. Juste pour être bien sûr, donc par exemple, vous disiez que quelqu'un qui est incubé par un Airbus a accès à la moitié du marché. Donc ça veut dire ça que le produit va être intégré dans l'offre d'Airbus. Imaginons donc est-ce que ça veut dire que la start-up à ce moment-là n'aurait pas de sens une fois qu'elle est incubée chez vous d'aller voir Boeing pour développer la même chose, mais avec eux? Est-ce qu'on est marié une fois qu'on est en start-up? Alors, donc en fait, c'est le deal que l'on fait avec les start-up quand on les incube. On leur dit au moins vous aurez accès à la moitié du marché. Mais on ne leur interdit pas d'aller voir l'autre avionneur si elle le souhaite. C'est juste que l'image de marque fait qu'elles auront le tampon Airbus sur les fesses, donc peut-être qu'après elles seront mal vues de l'autre avionneur. Mais on ne leur interdit pas. On ne souhaite pas nécessairement les intégrer dans notre offre de produits ou de services. On va plutôt chercher à ce qu'elles alimentent l'écosystème. Dans notre écosystème, on a aussi les airlines, les compagnies aériennes. Si on va avoir une start-up qui peut aider les compagnies aériennes, développer le business des compagnies aériennes, c'est tout bénef pour Airbus. Et pour l'autre avionneur aussi. Après, c'est juste une compétition de produits entre eux et nous. Je remonte. Je vais vous demander de le faire dans le micro. Excusez-moi, parce qu'on a des gens en ligne qui ne vous entendent pas. Oui, bonjour. Les brevets européens et mondiaux sont chers. Les startups ne peuvent pas les financer. Est-ce que vous donnez de l'argent à la start-up pour déposer le brevet? Est-ce que vous leur prêtez ou est-ce que vous déposez les brevets à leur place au niveau mondial? Oui, on les dépose et... je ne sais pas s'il marche. Si, il marche. Bon. Alors, oui, il coûte cher. Après, ça fait partie en fait, du business plan de la start-up.
on ne va pas déposer en fait le brevet à la place de la start-up parce que de toute manière ça ne tiendrait pas. À partir du moment où on passe sur une procédure internationale ou une procédure américaine, à ce moment-là, c'est là où on peut facilement choper une boîte qui a déposé un brevet dont l'inventeur n'est pas dans son infrastructure. Donc ça n'aurait pas un sens de dire on va observer à la loupe ce qu'elles font d'un point de vue technique et on va déposer le brevet à leur place parce qu'elles n'ont pas les reins assez solides pour le faire. La plupart en fait des startups que l'on accompagne n'ont pas forcément envie et besoin de breveter ce qu'elles font. Pourquoi ? Parce qu'elles vont être plus sur des notions de service et ce qui va être leur force, ça ne va pas être une techno qu'elles peuvent breveter, mais une bonne compréhension des problèmes de leurs clients. Et ça c'est la compétitivité en fait, qu'elles arrivent à développer. Mais en fait, on en a très peu qui déposent des brevets. Alors, moi, je voudrais faire une ouverture. Je sais que tu es en contact avec pas mal d'homologues et que les groupes échangent entre eux aussi, donc avec des homologues dans d'autres grands groupes, notamment du CAC 40. Je voulais savoir si les logiques d'incubateurs, d'accélérateurs, etc. étaient des choses qui étaient partagées partout, ou est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels il y a des pratiques un petit peu différentes dans la relation avec les startups ? Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, grosso modo, si on considère les 3 dernières années, maintenant on a l'ensemble des acteurs du CAC 40 qui a une approche open innovation. Alors, on peut avoir des choses très, très basiques, qui sont juste avoir un venture builder, et dire je vais demander à un consultant d'être capable de valoriser certains de mes assets par des entrepreneurs qui viennent de l'extérieur. Donc, elle met à peine les mains dans le cambouis, elle donne un petit peu de ressources et un petit peu d'argent, jusqu'aux boîtes qui disent on va ouvrir l'ensemble de nos API, on va faire challenge sur hackathon pour nourrir nos incubateurs et on va investir avec notre corporate venture dans ce que font les boîtes, enfin dans ce que font les startups. Donc c'est très large. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que côté banque et assurance, alors là, ce sont les premiers qui ont mis en place ces approches corporate venture, etc. Donc, eux qui ont une compréhension fine des mécanismes financiers, ils se sont dit c'est là qu'on peut apporter de la valeur. Donc, c'est eux qui ont les premiers développé ces offres-là. Les boîtes qui sont un petit peu plus techniques, dans l'automobile, aussi dans le bâtiment, là, ça va plutôt être dans les incubateurs. On va vous aider à maturer votre techno et à obtenir votre premier prototype. Donc, il y a des profils suivant le cœur de métier et suivant les compétences des grands groupes qui se dessinent. Ouais. Vincent Boly, j'aurais voulu savoir comment, à l'intérieur de ta structure, on évalue la pertinence, les performances de l'open innovation. Comment on mesure l'impact que ça a eu en interne, puisque tu as dit que tu voulais renforcer l'écosystème, comment vous mesurez ce renforcement de l'écosystème ? Alors, c'est une excellente question. Alors, on a plusieurs manières de faire ça. Ce qu'on appelle les figures of merit. Ça va être le nombre de startups qu'on est arrivé à identifier dans notre écosystème. Ça, c'est très important pour nous pour voir quelle est notre capacité de veille. C'est vrai qu'on ne se fait pas dépasser par quelqu'un. On va voir aussi le nombre de nouveaux services, nouveaux produits qu'on a été capable de bâtir en s'appuyant sur des startups et faire en sorte qu'elles soient suffisamment matures pour que ça tienne le coup et qu'on ne soit pas embêté en disant mince, zut, finalement on n'est pas capable de livrer parce que telle boîte a fait faillite alors qu'on devait faire juste au moment de faire la livraison. Donc il y a ces nouveaux produits et services, donc toute la valeur qu'on arrive à générer. Et puis d'un point de vue aussi marque employeur, si on arrive à recruter les profils que l'on souhaite recruter. On va s'accorder encore 5 minutes de questions et puis on changera de pièce. J'ai une question qui est peut-être un peu hors sujet, c'est-à-dire comment est-ce que vous voyez
les ingénieurs et les docteurs ingénieurs. Autrement dit, par rapport à nos élèves ingénieurs, faut-il les encourager à faire une thèse par la suite, ou quels sont les atouts, etc. Comment est-ce qu'un grand groupe comme le vôtre, je dirais, quelle est votre position par rapport aux ingénieurs ou ingénieurs docteurs? Alors, je pense que c'est pas forcément bien de coller une étiquette en disant voilà, on vous recommande d'être ingénieur ou docteur ingénieur, etc. Ce qui est important, c'est vraiment que la personne soit en adéquation avec son parcours. C'est-à-dire que faire de la recherche, c'est un certain état d'esprit. Si à la fin de son cursus ingénieur, on a vraiment envie de se côtoyer le monde de l'industrie, savoir comment ça se passe, autant aller dans le monde vraiment de l'ingénierie et de comprendre comment ça se passe. Si on a cette volonté de dire j'aimerais prendre un petit peu plus de recul et de voir en fait quelle est la démarche de recherche, à ce moment-là, oui, il faut suivre ce parcours de doctorat. Ce que je regrette, c'est que ces dernières années, on a vu d'un point de vue cyclique, c'est la crise, hop, il y a de plus en plus de docteurs. À ce moment-là, l'industrie recrute, hop, il y a de moins en moins de docteurs, il y a de plus en plus d'ingénieurs. Pour moi, ce qui est important, c'est que les personnes soient en adéquation avec leur parcours. Et quand on recrute, on cherche à recruter quelqu'un qui est justement à l'aise avec son cursus et qui n'a pas fait tel ou tel diplôme juste pour cocher les cases qui vont bien. Alors je vous dis ça, mais d'un autre côté, moi je suis très contente d'accueillir des thèses CIFRE dans nos labos et je fais en sorte qu'on arrive à en avoir le plus possible parce que je pense que c'est important de faire ce pont entre la recherche et l'industrie pour qu'on puisse bénéficier justement de ces compétences de recherche dans l'industrie. Donc ça dépend surtout de la personne. Ouais, j'aurai la lourde tâche de poser la dernière question, elle a intérêt à être très très bonne. Il met jamais la pression, hein, c'est... Bonjour, Jérôme Escalier, étudiant. Je voulais revenir par rapport à la démarche de conseil au sein, par exemple, d'un grand groupe lors de l'accompagnement d'une start-up. Donc, vous disiez que justement que les experts, talents qui étaient dans l'entreprise, conseiller. Alors, on peut imaginer, comme vous l'avez dit, qu'il n'y a pas d'orientation. Hein, la start-up est libre de ses choix. D'ailleurs, c'est quelque chose qui peut un peu surprendre dans l'activité économique d'un grand groupe qui privilégie par exemple le retour sur investissement. J'imagine que quand elle prête X euros, elle espère quand même un certain retour dessus, dans un souci de problématique économique. Mais surtout, c'était par rapport à... La start-up va aller dans une direction, quelle qu'elle soit. Est-ce que lors de cette phase de conseil, il y a une intégration du projet de développement vis-à-vis de la stratégie du grand groupe, ou ça se fait vraiment a posteriori une fois que la start-up est lancée et que l'activité est en place ou que le marché est établi, qu'il y a des débouchés réels? Ou est-ce que toujours cette démarche un peu d'open innovation et comme vous le disiez aussi d'intégration plus tôt, et pour faire le lien avec l'image que vous avez donnée que le grand groupe des fois a du mal à se lancer directement et réfléchit trop, est-ce que justement ça se fait en amont aussi en intégration de la stratégie avec les cartes heuristiques stratégique, ou est-ce que ça se fait a posteriori une fois que tout le projet est finalisé, quoi? Alors, on n'est pas aussi machiavélique. Hein. Un industriel, de la part des chercheurs, en général, c'est considéré comme quelqu'un d'assez bête et qui ne cherche qu'une seule chose, c'est le profit. Non, en fait, on ne s'inscrit pas du tout dans cette vision-là. Ce que l'on cherche à faire avec un incubateur corporate en général, c'est développer un écosystème. L'écosystème, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un retour sur investissement immédiat. Hein. On n'est pas BMW qui, dans son incubateur, veut récupérer tel techno pour améliorer le changement de vitesse, tel petit bitonio sur le tableau de bord, etc. On n'est pas dans cette notion-là. Pourquoi ? Parce que on est dans un écosystème qui est un petit peu plus complexe. Et je me souviens plus du tout de la réponse que je voulais faire à votre question. Est-ce que vous pourriez la reformuler, s'il vous plaît ? Ma question portait surtout sur l'intégration de la stratégie du projet de développement. Est-ce que c'est directement intégré en termes de stratégie au grand groupe, ou est-ce que on vous attendait que le projet soit vraiment développé sur le marché ? Voilà. Non. Pourquoi ? Parce que comment est-ce qu'on va recruter une start-up en fait ? On s'appuie sur quoi ? On regarde ce qu'on peut lui apporter, nous, en tant qu'Airbus.
toujours dans cette volonté de développer notre écosystème. On va regarder quelle est l'équipe, en fait, si elle tient la route ou pas. On va regarder leur business plan et on va pas regarder forcément leur technologie, mais vraiment leur vision, où est-ce qu'ils veulent aller. Et ça, bien sûr, on a nos grandes lignes, on sait à peu près où est-ce qu'on veut aller chez Airbus, etc. Mais c'est impossible de faire coller en fait la stratégie d'une start-up avec la stratégie d'un grand groupe. On n'est pas capable de faire coller la stratégie d'une start-up qui va être à 6 mois, 12 mois, 18 mois, avec l'évolution d'Airbus qui essaie de s'imaginer dans 12 à 15 ans. Quand on intègre en fait ces startups, on essaie aussi d'acculturer nos employés. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, dans ces incubateurs, il y a des startups, mais il y a aussi des entrepreneurs, des gens de chez nous qui développent leurs propres projets d'innovation. Et les confronter à des start-upers, ça leur donne un rythme, une dynamique qu'ils peuvent avoir nulle part ailleurs. Donc c'est l'équipe et le projet qui nous intéressent. Et le match avec la stratégie, c'est 2%. D'accord, merci. Merci beaucoup. S'il reste des questions, je propose qu'on se les pose en plus petit comité autour d'un verre. Merci encore Alice pour cette intervention. Je pense qu'on peut l'applaudir et la remercier tous ensemble.